Cette agression sexuelle m'a suivie pendant presque les 17 années suivantes. Il y a une phrase qui m'a marquée, qu'on dit encore beaucoup, et j'espère qu'il marque autant qu'elle m'a marqué moi, qui était «La honte doit changer de camp». Et ce truc-là m'avait fait vachement tilt, et je me suis un petit peu forcée, entre guillemets, à en parler autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant autour de moi, que tout le monde connaît quelqu'un ou est directement concerné par le sujet. Et donc ça a un effet libérateur déjà assez important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha que j'ai rencontrée via LinkedIn sur un post, et je ne vais pas m'étaler sur ce post puisqu'on en parlera, mais sur un post où tu parlais d'agression sexuelle et je trouve que ça reste aujourd'hui pour une formation que j'anime avec François, donc épisode 55 pour ceux qui veulent l'écouter, qui est avocat en droit social, une formation sur le harcèlement moral et harcèlement sexuel. Ça reste un sujet pour moi dont on parle beaucoup mais qui n'est pas aujourd'hui réellement traité, qui reste un petit peu tabou. On en parlera sur les commentaires qui se sont mis après ton post, mais voilà, je pense que c'est encore un sujet qui nécessite encore pas mal d'échanges, de débats, de libération de la parole. Donc c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, puisque tu es coach, donc tu es entrepreneuse et tu es sur le podcast, d'ailleurs certains disent entrepreneuse, entrepreneureux, enfin voilà, après je sais pas si toi tu as une définition particulière. Non, pas particulière. Moi, je dis entrepreneuse en m'amusant du double sens que les gens peuvent mettre derrière. C'est un bon sujet, une bonne occasion de lancer un débat s'il y a besoin. Donc, Effectivement, j'ai déjà entendu le fait que le mot entrepreneuse peut être interprété de deux manières, donc voilà pourquoi. Avant de démarrer, pour ceux qui connaissent le podcast, ils ont l'habitude, c'est le fameux portrait chinois. Pour ceux qui ne savent pas, le portrait chinois, c'est je dis un mot et tu me dis le premier qui te vient à l'esprit, et on va démarrer tout de suite. Le premier mot, si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? je te dis la forêt, la nature, c'est l'endroit où je me sens le mieux. D'accord, ok. On en reparlera, on y reviendra à mon avis dans le déroulé de ta présentation. Si je te parle d'un plaisir gourmand. Un bon chocolat chaud au lait de riz. Oh, au lait de riz, d'accord. Donc Ouais, c'est vegan de cette là, c'est ça? ouais, c'est ça. Je Euh, suppose. Dans cette période d'hiver particulièrement. D'accord, ok, très bien. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps. J'adore chanter en jouant du ukulélé. Ah, tu fais les deux en même temps. Oui. Ok, donc tu maîtrises et le chant et en même temps l'instrument de musique. T'en maîtrises plusieurs des instruments de musique ou que le ukulélé? L'instrument de musique que je maîtrise le mieux, c'est ma voix. Après, le ukulélé, de là à dire que je le maîtrise, je sais pas, mais c'est un bon accompagnement pour ma voix. Ok, et tu en fais, tu fais ça de temps en temps, tu te produis ou c'est juste pour le plaisir? Je me produis devant mes enfants. C'est déjà, c'est déjà un bon public. Non, non, c'est surtout pour moi et c'est un exutoire assez intéressant. J'ai remarqué il y a quelques années que ça me reconnectait à la joie. Donc, D'accord. c'est un très bon outil pour moi. Ok. Et pour terminer, si je te parle d'une personne qui compte ou qui a compté ou une personnalité, est-ce que tu aurais quelqu'un à me citer? La personne qui me vient, c'est Ama. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une Indienne qui, pour caricaturer et faire très court, qui fait des câlins. Elle guérit les gens en faisant des câlins partout dans le monde et son énergie m'inspire. Je la connais pas plus que ça, mais D'accord.
Voilà. Oui, j'ai déjà entendu parler, effectivement, mais j'aurais pas su resituer ce qu'elle faisait exactement. Mais maintenant que tu m'en parles, au moment où tu fais, ça a fait la connexion et j'ai déjà vu des vidéos d'elle. Merci pour ce portrait chinois. Et Natacha, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de nous parler de toi, nous parler de ton parcours, de où tu as démarré et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre un petit peu d'où tu viens et jusqu'où tu es arrivé, comment ça s'est passé pour arriver jusque-là. Alors, mon parcours j'allais dire, est assez atypique, bien que de plus en plus de monde ait tout un tas de reconversions dans sa vie et que ça devient du coup moins atypique. J'ai commencé, moi, j'ai fait des études d'informatique, donc j'étais développeuse web, ingénieure informatique. J'ai rapidement été propulsée à la direction générale d'une start-up parisienne, enfin franco-américaine plus exactement. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je sentais que c'était plus tellement aligné avec qui j'étais, donc j'ai décidé de quitter ma boîte et de partir sur les routes de France pour aller rencontrer des gens qui avaient choisi des modes de vie différents, pour Mhm. réaliser un documentaire sur eux, avec une petite idée derrière la tête qui était de comment moi vivre ma vie en étant alignée et en sortant un petit peu des sentiers battus, ou en tout cas, euh, si ça m'appelait de le faire. Et en fait, à l'issue de ce voyage, j'ai tout quitté, la famille, les amis, la maison que je venais d'acheter en région parisienne pour aller m'installer au fin fond du Limousin pour créer un écolieu inspiré de la permaculture qui a accueilli rapidement quelques centaines de woofers. Euh, D'accord. et Alors, on va puis, peut-être expliquer juste le woofing, parce que moi, je connais de par mon autre podcast sur Loin de chez soi. Mais ouais. est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est le woofing? Le woofing, en quelques mots, c'est une association qui permet de mettre en relation des fermes bio et des personnes qui ont envie de découvrir cet univers. Et donc le principe, c'est que les fermes bio accueillent, on va dire gracieusement, les volontaires. Donc, ils nourrit, logé, blanchi, bon, pas forcément, mais en tout cas, Mhm. voilà. Et en échange, les personnes qui viennent prêtent main forte à l'activité de la ferme. Ouais, c'est ce qui se pratique beaucoup à l'étranger quand les personnes n'ont pas trop de moyens. Ça permet d'être logé et en contrepartie, on donne un peu de son temps pour aider à différentes tâches. Voilà. Et en fait, il se trouve que moi, en faisant ces accueils-là, je me suis rendu compte que euh, ce qui me faisait le plus triper cette expérience-là, c'était d'offrir une expérience unique aux personnes qui venaient sur mon lieu. Mhm. Et en général, les personnes repartaient avec pas beaucoup de pratique parce que on parlait beaucoup, on faisait des longs repas, mais par contre, elles repartaient avec des idées plein la tête, voire le cerveau un peu retourné, mais beaucoup de baume au cœur. Et en creusant tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, mon truc à moi, c'était l'accompagnement. Que je l'avais Mhm. toujours fait. Maintenant, j'aime bien dire que je suis coach depuis la maternelle parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et donc voilà, je me suis du coup reconvertie dans l'accompagnement des personnes qui sentaient qu'elles n'étaient pas alignées dans leur vie, qui avaient besoin Mhm. de faire des choix, d'oser passer à l'action pour vivre la vie qui les inspire plutôt que de subir une vie qui leur correspondait plus. Mhm. Et donc voilà, j'ai commencé l'accompagnement du coup il y a plus de 2 ans maintenant. Euh, et avec le temps et avec mon histoire personnelle Mhm. par rapport aux agressions sexuelles, depuis cette année, du coup, depuis cet été, j'accompagne des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles et qui ont envie d'éliminer de leur quotidien les conséquences que cet événement a dans leur vie. Ouais, ok. Avant de rentrer dans le détail de cette dernière partie, moi je voudrais revenir sur quand tu as parlé du documentaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur la manière dont tu t'y es prise, sur éventuellement comment tu as filmé? Est-ce que ce documentaire il est visible par les gens aujourd'hui?
Alors, oui et non. En fait, l'intention était de créer un documentaire, donc Mhm. j'ai beaucoup de rush. D'accord. Donc, comment je m'y suis prise, en fait, parce que du coup, je suis partie avec mon ancien compagnon à l'époque. Mhm. On avait créé un espèce de teaser qu'on avait diffusé sur différents groupes qu'on suivait sur Facebook à l'époque Mhm. dans lequel on expliquait notre démarche. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui nous ont invités. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui nous avaient invités à passer chez eux, au moins pour passer, et en fait, pour les interviewer en général. Et donc, en fait, on aurait pu vivre comme ça pendant des années parce que chaque personne nous recommandait d'autres personnes et en fait, de fil en aiguille, on allait d'une personne à l'autre. Finalement, ça a duré que quelques mois, mais on a rencontré peut-être 10, 12 personnes. Ça nous a complètement retourné le cerveau. On était, enfin, on a vraiment eu besoin d'une grosse pause derrière pour digérer tout ce qu'on avait vu parce que ça remettait en question pas mal d'idées préconçues. Voilà, comme je disais tout à l'heure, des chemins tout tracés de ce que c'est une vie normale. Mhm. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que Donc, est-ce qu'il y a des vidéos qui existent? Il y a quelques vidéos qui sont plus... qui retracent un peu plus le début de notre voyage. Je crois qu'il y en a deux ou trois qu'on peut retrouver sur YouTube, Mhm. sur la chaîne YouTube Un autre bonheur. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et Ok. sur cette chaîne, il y a du coup aussi l'évolution, la création de l'écolieu. Ok, donc je mettrai le lien dans les notes du podcast. Une question, parce qu'on est dans le pratico-pratique sur le podcast, c'est comment vous avez vécu pendant cette période-là? C'était une manière de faire une sorte de congé sabbatique, c'est-à-dire que vous aviez de l'argent de côté et vous aviez pu vivre, ou vous faisiez des petits boulots chez les gens, ce qui vous permettait de ne pas trop dépenser? Alors, moi, je venais de quitter ma boîte, donc j'avais Ouais, vendu mes parts. d'accord. Du coup, j'avais un petit peu d'argent de côté. Et puis, on était tous les deux au chômage, je crois, à ce moment-là. Mhm. Euh, et c'était très clair hein, avec Pôle Ouais. emploi, d'ailleurs. On leur disait on leur avait expliqué que ça faisait partie de la démarche de créer la suite pour nous. On était en création d'entreprise et qu'on savait que ça Mhm. avait un lien avec tout ça et que ça faisait partie de la prospection. Enfin, de la prospection, en tout cas de la réflexion, l'étude de marché, enfin Ouais. voilà. Mhm. Donc voilà, on a vécu sur nos économies et sur un peu du chômage. Ok. Et quand tu dis qu'au retour, vous avez eu besoin de temps, ça s'est concrétisé comment? C'est que vous avez eu des histoires très fortes et c'était émotionnellement, ça vous remettait en question? Comment ça s'est concrétisé? Oui, c'est ça. Les histoires en elles-mêmes n'étaient pas très fortes, mais Mhm. différentes des modèles qu'on avait depuis toujours, en fait. Et même si on en avait entendu parler, donc quand je parle des modèles, on allait voir des gens, du coup, des néo-ruraux qui étaient passés Mhm. d'un travail classique, j'ai envie de dire, à revenir à des trucs plus élémentaires comme du maraîchage ou des choses comme ça. On allait voir des familles qui faisaient l'instruction en famille, donc Mhm. l'école à la maison. On est allé voir des polyamoureux. Mhm. Euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre on est allé voir des personnes qui avaient des maisons autonomes en énergie. D'accord. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets dont on avait déjà entendu parler, qu'on connaissait de loin, mais d'avoir vécu avec ces gens-là, de les avoir vus heureux de leur choix, et de voir que bah, c'était pas des êtres exceptionnels, juste des gens qui avaient fait des choix différents. Oui, ça remue en fait. Clairement, ça remue, ça te fait te remettre en question pas mal. Et comme on les a accumulés au fil des semaines, on n'avait pas trop eu le temps de digérer chaque rencontre, d'où ce Mhm. besoin de temps derrière pour assimiler et voir ce que ça nous faisait par rapport à notre propre vie. Et par rapport à l'écolieu, vous aviez déjà tout plaqué à Paris quand vous êtes parti faire ce documentaire, ou c'est à la suite du documentaire que tu as tout plaqué et que t'es parti dans la région de Limoges? C'est à la suite du documentaire, ouais. D'accord. On avait juste acheté un camping-car, mais on avait toujours notre maison. Ouais, c'était juste à la base un voyage sans vraiment de date de retour prévue, mais c'était plus voilà un projet comme ça, enfin comme ça. Je- C'était un projet en tout cas. On savait qu'il allait être déterminant probablement pour certaines choses, qu'il allait répondre à pas mal de nos questions. Euh,
on ne prévoyait pas forcément que ça allait nous amener autant de réflexion, autant de remise en question et cette envie irrépressible de changer de vie, quoi. Ok. Et comment ça se construit un écolieu, entre guillemets est-ce que vous avez dû emprunter de l'argent? Est-ce que c'était via les économies? Parce que emprunter de l'argent, ça veut dire aller présenter un projet aux banques. Comment ça s'est passé? C'est une très bonne question. Nous, au départ, le projet, enfin, dans notre idéal, dans notre fantasme qu'on avait, c'était utiliser les quelques milliers d'euros qu'on avait de côté, enfin quelques Mhm. dizaines de milliers d'euros, on avait peut-être 40 000 euros de côté, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ce qui était une somme conséquente, mais comme on venait de vendre la maison de région parisienne, enfin, vu qu'on venait de l'acheter, on a vendu, on n'a pas gagné grand-chose. Oui. Donc on avait ces quelques dizaines de milliers d'euros et on avait dans l'idée de trouver un lieu vraiment très peu cher qu'on allait retaper et de vivre un peu d'amour et d'eau fraîche. On voulait le plus possible être indépendant des banques. Mhm. Et puis, bah, c'est pas si simple en fait. Ouais. D'autant qu'à l'époque, on avait deux enfants, dont une qui venait de naître et on se voyait pas dans des grands travaux avec un nourrisson, Oui. ce qui a franchement conditionné le type de bien qu'on a recherché. Donc du coup, on est parti sur une petite ferme habitable, loin d'être comment dire fantastique en termes d'intérieur en tout cas, mais en tout cas, elle était saine et habitable. Et du coup, ça nous a demandé de faire un petit emprunt. Donc je dis petit D'accord. emprunt, déjà on parle de la région du Limousin, donc très peu cher, hein, Oui. Oui. une des moins chères de France. Du coup, on a dû emprunter quelque chose comme 70 000 euros, je pense. Euh, Parce qu'on voulait garder quand même un peu d'argent pour investir Ouais. à côté, sur le terrain notamment. Donc du coup, ça faisait un emprunt à 500 euros par mois, ce qui était Ouais. ridicule par rapport à ce qu'on Mhm. payait avant en région parisienne. Euh, et oui, du coup, pour emprunter, à ce moment-là, on était tous les deux au chômage, mais le fait est que il n'y a pas de hasard dans la vie. Le fait d'avoir été directrice générale d'une start-up avant m'a bien aidée, notamment à construire un business plan qui a bien plu aux banques. Bravo. Oui, parce que malheureusement, et c'est la leçon qu'il faut en retirer, c'est pour ça que je me permettais de te poser la question, c'est que c'est pas toujours la situation qui fait, c'est qu'il faut juste réussir à parler le même langage pour rentrer dans les clous, on va dire, hein, des fois. Exactement, c'est exactement ce que je dis, c'est Ouais. parler le langage des banquiers. Et donc, l'idée de la rentabilité de l'écolieu, elle se faisait comment? C'est-à-dire est-ce que vous aviez un projet de vendre des choses? Il y avait de la fabrication? Comment ça s'est passé? Alors, le projet de départ, c'était ça, en effet. On avait Mhm. envie de faire du maraîchage, de faire des produits locaux, des Mhm. tisanes, des baumes, ce genre de cosmétiques naturels. Euh, et en fait, assez rapidement, euh, en fait, moi, je fais des bilans annuels, c'est-à-dire que tous les ans, je fais une retraite d'une semaine où je mets toute ma vie à plat sur tous mes domaines de vie, ce qui me permet de garder une vie alignée avec ce qui est Mhm. important pour moi, d'être au clair là-dessus. Et en faisant ces bilans, je me suis rendu compte en fait que ce projet, c'était génial, mais c'était un mode de vie, c'était pas une fin en soi. Et Ok. donc, je ne me voyais pas faire du maraîchage toute ma vie. Je ne me voyais pas vendre des baumes. C'est pas ça qui m'animait foncièrement. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis orientée du coup vers l'accompagnement. Mhm. Euh, donc, la rentabilité de l'écolier en elle-même, on n'a pas vraiment eu l'occasion de la tester parce qu'on est parti sur autre chose, en fait. D'accord. Par Ok. contre, on était toujours dans la production et la recherche de l'autonomie en termes d'énergie et de l'autosuffisance alimentaire, ne serait-ce que parce qu'on accueillait énormément de gens à l'année. Et donc, du coup, on voulait nous nourrir, nous, et nourrir les gens qui venaient. Ok. Et donc, vous n'avez pas changé de lieu, c'est juste que vous avez changé la destination du lieu, c'est ça? Alors, en fait, au final, le lieu est resté ce qu'il était. C'est juste Mhm. que c'était pas, on ne passait pas 100% de notre temps à Ouais. s'occuper de cet écolieu. C'était plus un mode de vie qu'un projet. D'accord. Ok. Et à quel moment tu t'es dit je vais officialiser mon projet de coach, d'accompagnatrice? Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que comme tu l'as dit, tu l'es depuis la maternelle, mais à quel moment tu passes le cap concrètement?
C'est une très bonne question. C'est arrivé un jour où je voulais créer une retraite dans mon écolieu, Mhm. justement, Mhm. accueillir des personnes pour les aider à être au clair sur ce qui était important pour elles, et puis avoir une déconnexion du tumulte de la vie, et une reconnexion à soi et à la nature. Et en fait, en creusant le pourquoi de cette retraite, qu'est-ce qui me motivait là-dedans, etc., ça m'a permis de mettre en lumière toutes ces choses que je savais, mais dont j'avais pas conscience au sujet de l'accompagnement. Donc, d'avoir fait cet exercice-là, de me poser les bonnes questions, en fait, c'est apparu comme une évidence. Et Mhm. du jour où j'ai eu cette révélation, j'ai eu l'impression d'avoir 50 000 idées à la minute et d'avoir posé sur papier, sur des tonnes de cahiers, tout un tas de trucs que j'avais envie de transmettre et comment je voulais le faire et toutes les formes que ça pouvait prendre. Et pour moi, là, c'était lancé. Après, du coup, Ok. j'ai suivi une formation en parallèle Alors, du lancement de mon activité. justement, j'allais te poser la question. Comment, parce que enfin, le coaching aujourd'hui, c'est devenu malheureusement parfois un peu à la mode, je dirais. Et enfin, comment ça s'est passé pour toi pour trouver la bonne école? Parce que on sait qu'il y a tout sur le marché. Et Mm. justement, quelle a été ta démarche à toi? J'ai pas tellement cherché, elle est plutôt venue à moi. Ouais, C'est l'école d'entraînement au coaching de David Laroche. d'accord. Donc David Laroche, on aime ou on n'aime pas. Moi d'ailleurs à Mhm. l'époque, j'étais plutôt pas fan, en toute franchise. Mais par contre, le principe de son école m'avait énormément parlé parce qu'il était basé sur, oui, de la théorie, mais énormément de pratique. D'accord. Et c'est une école sur 2 ans. On est loin des stages de coaching où tu es Mm. coach en 2 semaines. Là, c'est une école vraiment qui va très très loin dans l'accompagnement et dans ce qu'on peut faire. Donc, j'avais de très bonnes bases, mais ça m'a permis d'augmenter mon impact de manière assez significative. Ok, et enfin, c'est un bon conseil, je pense, à donner aux personnes qui veulent s'orienter vers le coaching. Pour avoir été formé il y a, on va dire maintenant, plus d'une dizaine d'années, je pense que ce qui fait la différence, ça reste la pratique dans ce domaine-là. Et comme tu viens de le dire, les écoles qui promettent de devenir coach en 3 semaines, c'est bien gentil, hein, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui est pas, et on va reprendre le mot, qui est pas aligné entre ce que tu dois proposer aux personnes, quel est l'accompagnement. L'idée, c'est que normalement, dans le coaching, il y a aussi un travail sur soi, puisqu'on va accompagner des personnes enfin, voilà, qui vont arriver avec des problématiques. Donc, si on n'est pas à l'aise avec ses propres problématiques, voilà, donc ça demande du temps, pour moi, de mon Exactement. point de vue. Ouais. Et effectivement, dans cette école, comme on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne entre nous. Et donc, du coup, on se fait beaucoup coacher également, ce qui nous oblige à avancer personnellement. Et c'est effectivement toute la puissance de cette école. D'accord. Et donc là, actuellement, tu es encore en formation dans cette école, c'est ça? Cette formation, ouais, elle se termine en mars. Mm. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est une vraie. Tu l'as commencé en novembre, c'est ça, 2020, si je me trompe pas? Dis-moi si je dis des Oui, bêtises, hein, c'est mais. ça. Alors, le début officiel était en fait en février, mais on avait déjà l'ouverture des accès des premiers cours en novembre. Ok, ouais, donc ça fait vraiment beaucoup. On appelle ça souvent en coaching, hein, je fais la petite parenthèse, mais des co-coaching où on se coach l'un l'autre. Donc ça fait beaucoup de moments où tu as dû réfléchir sur toi et c'est ce qui aide à être un meilleur coach, hein, souvent. Et ça a joué en partie sur la direction que j'ai prise aujourd'hui. D'accord. Et donc, cet accompagnement vie alignée, ça consiste en quoi? Parce que là, on parle de coaching et c'est vrai que, comme je connais un peu ce que c'est, peut-être que on va pas assez vulgariser, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes pour que les gens puissent comprendre ce qu'est le coaching? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, en fait, je pense. Ok, alors du coup, vie alignée, ça comprend plusieurs choses. Mhm. Il y a une première partie qui est un programme d'accompagnement de groupe sur 6 mois qui permet d'être clair en fait sur ce qui est important pour soi et ce qui est vraiment important pour soi, de se fixer des objectifs qui sont guidés par la joie, par ce qui nous anime, par ce qui nous fait vibrer plutôt que par la peur, les injonctions, l'existant et la pression sociale, etc. Et d'aller mettre ça en pratique, en fait, de passer de la théorie à la pratique. En fait, l'idée, c'est de savoir où on a envie d'aller, de passer à l'action, de rester focus et de pas s'éparpiller sur des choses moins importantes, de vraiment mettre son énergie sur ce qui est important pour nous et ce qui fait vraiment avancer. Et de pouvoir avancer sans être bloqué grâce à l'énergie du groupe, d'être toujours en mouvement.
Donc ça veut dire que tu te sers entre guillemets du fait qu'il y ait un groupe pour aider aussi à ce que les uns et les autres se soutiennent et se portent dans cette démarche, c'est ça? Exactement, ouais. Il y a un vrai Ouais. esprit famille dans ce programme-là qui fait qu'il y a un soutien, une ambiance, un amour, en fait, sans avoir peur de dire le mot, Mhm. qui est assez formidable. Voilà, bah ça, du coup, c'est pour le programme, c'est pour le premier programme. Ensuite, il y a Ouais. des accompagnements individuels. Donc, comme je disais, j'ai toujours les accompagnements, comme je faisais au tout début de mon activité, qui sont là pour aider, du coup, en face à face, enfin, en face à face entre guillemets, puisque je le fais à distance, mais en tout cas, en one-to-one, comme on dit en anglais. Et donc l'idée, c'est d'aider les personnes à savoir, une fois encore, ce qui est le plus important pour elles, et euh, d'aller chercher ce qui bloque et d'aller le dépasser. En fait, peut-être la différence la plus importante, moi, que je verrais entre un thérapeute qu'on pourrait aller voir et un coach, c'est que le coach va être beaucoup plus axé sur l'action, sur Mhm. faire en sorte que concrètement, il y ait des choses qui évoluent. Si ça doit passer par de la compréhension de pourquoi on est là, on y va, mais c'est pas indispensable en fait. La compréhension, c'est bien, mais on peut vite passer des années à essayer de comprendre sans changer quoi que ce soit à sa vie. L'idée du coaching, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait des véritables évolutions qui vont vers ce qui est le plus important pour le coacher. Bien sûr. Et ce qu'on dit souvent, hein, pour résumer, c'est que le thérapeute est dans le pourquoi et le coach est dans le comment, hein. Souvent, Mhm. pour être vraiment synthétique, c'est pas aussi clair que ça, mais ça fait partie d'une des explications. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques comment tu es arrivé vers cet accompagnement des femmes. Mhm. Est-ce que déjà dans Vie alignée à la base, ça s'adresse à tout type de personnes? Ça s'adresse à tout type de personnes, au détail près que ça s'adresse aux personnes qui aiment se remettre en question, qui savent que pour évoluer, ça passe par de la remise en question et qui aiment ça. Ok. C'est des personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie d'avancer. Euh, Sinon, ça peut pas marcher en fait. Le coach n'est pas là Ok. pour Mhm. tirer la personne, mais pour l'aider à aller là où elle a envie d'aller. Et donc comment tu en es arrivé alors justement à cet accompagnement des femmes, et tu pourras peut-être expliquer ce dont j'ai parlé en intro, ce fameux post LinkedIn qui a fait que je t'ai découverte. Bah oui, en fait, ce post LinkedIn retrace un petit peu l'histoire de cet accompagnement. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'ai vécu une agression sexuelle. Mhm. Cette agression sexuelle m'a suivie pendant presque les 17 années suivantes. Et elle m'a suivie à différents degrés, sous différentes formes, pendant toutes ces années. Elle a eu un impact assez important dans ma vie. Effectivement, ça c'est quelque chose dont on parle assez peu. Maintenant, on parle des agressions. On parle encore Mhm. assez peu des conséquences que ça a dans la vie derrière. Ouais. Et moi, du coup, j'ai mis un peu sous silence tout ça pendant de très nombreuses années parce que j'avais pas envie de m'en occuper, j'avais juste envie de l'oublier. Le fait est que on peut vouloir le mettre sous le tapis autant qu'on veut, ça revient. Ça revient et pour moi, en l'occurrence, ça revenait de plus en plus et notamment dans ma vie sexuelle avec mon compagnon de l'époque. Et donc, il se trouve que les bilans m'ont permis, en tout cas un bilan en particulier, alors je ne saurais plus dire l'année, je pense que ça devait être celui de 2020, m'a mis en lumière en fait que cet épisode de ma vie et les conséquences qu'il avait surtout dans ma vie avaient des répercussions sur tous les domaines de ma vie. Et qu'à un moment, il était temps pour moi de regarder le truc en face, d'oser y aller et de faire en sorte d'évoluer ça parce qu'en fait, c'était trop important maintenant, ça avait trop de répercussions pour que je laisse ça continuer. Je me permets, ce que tu veux dire, c'est que sans t'en rendre compte, peut-être que même dans ta première expérience, dans la manière dont tu as managé ou autre, ça avait peut-être déjà des conséquences sans faire le lien avec ça, et peut-être dans d'autres situations. Alors, dans mes compétences professionnelles, peut-être, il y a plein d'aspects hein, du coup que ça m'a amené à travailler. Un gros aspect autour de ma capacité à dire non, ça pour le coup est vraiment transversal, qui se retrouve un peu n'importe où. Mais du coup, le fait d'avancer sur ce sujet-là m'a permis de voir qu'en fait, c'était effectivement un sujet dans tous les domaines de ma vie. Et donc, le fait de travailler
sur l'agression sexuelle que j'avais vécue m'a amené à travailler sur plein de choses qui avaient des répercussions aussi dans le D'accord. pro. Ouais. Et ce travail, pour toi, personnellement, tu l'as fait à travers les co-coaching, etc. Tu l'as fait avec un thérapeute parce que ça peut aider certaines femmes qui écouteraient le podcast et qui se poseraient des questions sur comment agir là-dessus. Alors déjà, avant de dire ça, je voudrais préciser s'il y a des Mhm. femmes effectivement qui se sentent concernées que c'est OK si elles ne se sentent pas prêtes. Il y a un moment pour tout et c'est normal. Maintenant, si vous avez envie d'évoluer là-dessus, si vous sentez que c'est le moment pour vous, ce que je vais partager là, ça reste que mon expérience. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, effectivement, c'est que je me suis faite accompagner parce que je connais et je connaissais à l'époque la puissance de l'accompagnement et je me suis faite accompagner par plein de personnes en même temps. C'est-à-dire que effectivement, j'ai profité énormément des co-coaching, comme tu appelles ça, dans les decks. Mhm. Et ça m'a permis du coup d'amener le sujet énormément avec des personnes différentes, puisque du coup, on est quand même pas mal d'élèves dans cette école. Mhm. Mais j'ai aussi en parallèle, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait des séances d'empreintes cellulaires, je suis allée voir des médiums, des ostéos. En fait, j'ai traité ça sur plein d'aspects, sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie, qui fait que ça a débloqué beaucoup de choses en même temps et chaque praticien me débloquait un truc ou me mettait en lumière quelque chose que je pouvais amener chez un autre et du coup, c'était hyper complémentaire pour le coup. Ok, donc tu t'es servi entre guillemets, tout ce qui existait sans te mettre de barrière en disant telle chose ça n'a pas marché, t'as laissé. Ok. Oui, je me suis dit, Et au pire, ça marche pas. oui, c'est clair, on est d'accord. Et c'est ce que des fois il faut être capable de se dire. Hein, c'est pas quand on va voir un ostéo, au pire ça marche pas, ça va quoi. Il y a pire dans la vie. Hein, pas de. Euh, l'autre question, c'est à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais accepter d'en parler ouvertement, parce que il y a le fait d'en parler sur LinkedIn, mais je suppose que le fait de déjà d'oser en parler en co-coaching, ça a été une démarche qui t'est venue du jour au lendemain parce que tu t'es rendu compte d'eux, ou c'était quelque chose qui commençait à te peser de plus en plus? En fait, ça a été progressivement avec les années. Il y avait très peu de gens qui ont été au courant autour de moi au début, à part mon meilleur ami du lycée. Mais après, j'en ai pas parlé à mes parents. J'ai mis 12 ans à en parler à mes parents parce que c'était très dur pour moi. Et donc, j'ai gardé ça sous silence pendant peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et à un moment, je pense que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est dans l'ère avant MeToo encore, hein, mais on commençait quand même à en entendre de plus en plus parler. Et à un moment, il y a une phrase qui m'a marquée, qu'on dit encore beaucoup, et j'espère qu'il marque autant qu'elle m'a marqué moi, qui était «La honte doit changer de camp». Et ce truc-là m'avait fait vachement tilt, et je me suis un petit peu forcée, entre guillemets, à en parler autour de moi, en partant du principe, en me mettant dans cette posture que c'était pas moi qui devait avoir honte de ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant autour de moi que tout le monde connaît quelqu'un ou est directement concerné par le sujet. Et donc, ça a un effet libérateur déjà assez important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire. Et quand tu pars dans l'idée d'en parler à tes parents, donc tu m'as dit 12 ans après, hein, c'est ça? Ouais. Comment ils vivent cette révélation? Parce qu'en tant que parent, on a toujours cette entre guillemets culpabilité de dire on n'a pas été là au bon moment. C'est malheureusement, quelles que soient les actions que les enfants vont faire, on aura toujours en tant que parent, on peut toujours avoir cette réflexion-là. Alors, effectivement, alors déjà, je suis pas partie dans l'idée de leur dire, c'est un peu sorti tout seul, un peu comme la cocotte minute qui a fini par exploser. Comment ils l'ont pris? Pas forcément très bien, comme tu l'as Bien dit. sûr. Mhm. Euh, la plus grande surprise, elle a été dans le pourquoi tu me l'as pas dit, en fait. Et là, du coup, effectivement, il a été nécessaire qu'on pose un peu les choses à plat et que je leur explique ce qui s'était passé en moi. Mhm. Heureusement, moi, j'ai cette capacité à savoir poser les mots et à me connaître suffisamment pour être en mesure d'expliquer ce qui s'est passé en moi. Je pense que ça les a aidés. Euh, Ça les a aidés, je pense, à lever une partie de leur culpabilité qui était que, bah, en fait, c'était ma réaction à moi, ma décision à moi et qu'ils Mhm. n'avaient pas enfin, voilà, c'était ma responsabilité, en fait, hein. Mhm. Et quand je parle de responsabilité, c'est au sens où c'est moi qui suis en charge de ma vie. Ouais. Donc, je pense que ça les a aidés. Ok.
Merci déjà pour ce partage par rapport à tes parents parce que c'est effectivement important de le dire et d'essayer de faire comprendre et ce sera jamais facile pour un parent d'accepter ça, mais effectivement, là où tu as raison, tu avais 17 ans, tu étais presque majeur, ça a été ton choix et bah, on se doit de respecter aussi ça, hein. C'est important. C'était mon choix. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont jouées à ce moment-là. Moi, quand je me suis fait agresser, j'avais bu, donc j'avais cette Mhm. culpabilité, peut-être cette peur aussi de me faire disputer parce que Mhm. j'étais en tort dans mon esprit. Euh, et du coup, plus j'attendais pour le dire, plus c'était compliqué. La peur de leur réaction par rapport à moi, par rapport à ce garçon en question, par rapport à mes amis. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui échappent complètement à leur contrôle, en fait. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui, une fois que tu as donc toi fait la démarche, qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, je vais en parler parce que pour moi c'est fort d'aller en parler sur LinkedIn et d'expliquer les choses et puis je vais peut-être te laisser un peu résumer le post mais d'ouvertement parler de toi. Ça fait longtemps que ça me titillait de le partager. Et ça faisait aussi longtemps que j'avais envie d'accompagner ces femmes. Mais je sentais au fond de moi que j'avais d'abord besoin de travailler sur mon histoire, d'avoir dépassé l'essentiel de mon histoire pour être en mesure d'accompagner correctement ces femmes-là. Le post dont tu parles, que j'ai publié le 14 juillet sur LinkedIn, c'est un post qui était symbolique pour moi. C'était le jour où j'ai décidé qu'il était temps que j'accompagne ces femmes-là. Et en fait, de mon point de vue, ça n'a pas été... Le courage a plus été d'acter que j'accompagnais ces femmes que de partager mon histoire. Parce que partager mon histoire, derrière, ça reste une histoire, en fait. Il y avait plus d'enjeu pour moi sur le fait de partager ce qui s'était passé pour moi et les conséquences que ça avait, que ça avait eu dans ma vie. Donc c'était pour moi l'intention, elle était à la fois d'acter que j'accompagnais ces femmes et par ce poste, j'avais envie de partager l'espoir que c'était possible de guérir parce que moi, pendant 17 ans, j'ai pensé que j'étais cassée pour toujours, qu'il y avait quelque chose qui était brisé, que je ne serais jamais normale, notamment au niveau de ma sexualité, parce que c'était surtout à ce niveau-là que j'avais, moi, des conséquences, et que je souffrirais toute ma vie de ça, et que je ferais souffrir toute ma vie mon compagnon ou les futurs, parce que j'aurais des blocages au niveau de ma sexualité. Donc pour moi, c'était important de transmettre ce message de c'est possible de s'en sortir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il y a des moyens d'y arriver relativement rapidement, beaucoup plus qu'on peut le penser, et c'est possible. Et quelles ont été les réactions des personnes? Parce que moi j'ai vu passer quelques commentaires de personnes qui semblaient choquées que tu partages assez crûment certaines choses, mais ça fait partie aussi de ce qui s'est vraiment passé et de ce que tu vis. Et je pense qu'effectivement, quand ça choque, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais moi j'ai vu deux, trois commentaires, mais est-ce que toi tu peux me dire ce que tu en as ressenti en termes de retour? Les retours étaient quand même relativement bienveillants dans la majorité. Et l'ampleur qu'a pris ce poste m'a un peu dépassée. Honnêtement, quand j'ai publié ça, je me suis dit, bon, je le mets histoire de marquer le coup. Si ça peut aider une ou deux personnes, j'en serais ravie. Bien sûr. Et au final, il y a plus de 250 000 personnes qui l'ont vu. Il y a eu des centaines de commentaires, des milliers de réactions. Donc, bah, à la fois, ça m'a fait du bien. Je me suis dit qu'il avait été utile. Il y a eu quand même beaucoup de commentaires de femmes, et je parle de Mhm. commentaires publics, mais aussi privés, parce que j'ai eu pas mal Oui. de personnes qui sont venues me parler en privé, de femmes qui se sont reconnues dans ce que j'avais partagé, et qui me remerciaient de leur avoir donné de l'espoir. Il y a eu aussi beaucoup d'hommes qui se sont manifestés, et souvent des compagnons de femmes qui avaient été victimes Mhm. d'agressions. Et ça m'a surprise, je ne m'y attendais pas, mais en fait, il y a aussi cette souffrance-là des hommes qui se sentent impuissants. Et alors attention, quand je dis ça, ça ne doit absolument pas ajouter de la culpabilité euh, aux femmes, parce que Mhm. pour l'avoir vécu moi-même, je sais qu'on a cette culpabilité déjà des répercussions que ça peut avoir sur les autres. C'est juste que, voilà, elle est là.
Et effectivement, pour les hommes, de manière générale, dans les sociétés dans lesquelles on vit, c'est d'autant plus dur d'exprimer leurs émotions, ce qu'ils ressentent, et surtout quand ça les concerne pas directement. Donc il y a tout un flou artistique derrière ce truc-là. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces retours-là, c'est que finalement, il y a la souffrance de l'événement, il y a la souffrance des conséquences de l'événement sur la personne, et il y a la souffrance de l'entourage de cette personne, qui est assez énorme, et c'est vraiment fou qu'on en parle peu, vraiment très peu. Enfin, moi, j'ai entendu très peu de choses là-dessus, alors pourtant, c'est un sujet auquel je m'intéresse quand même depuis très longtemps. On parle assez peu des conséquences que ça a. Ouais, et en fait, on est dans le même schéma sur le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte à quel point ça impacte beaucoup plus de personnes qu'une personne. Ça impacte, on va prendre l'exemple quand c'est du harcèlement moral au travail, ça impacte les collègues, ça impacte le conjoint, ça impacte les enfants et ainsi de suite. Enfin, vraiment, c'est destructeur, quel que soit le type de situation, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, on est sur des schémas où on ne se rend pas compte à quel point il y a des conséquences beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer. Clairement. Et du coup, les autres réactions que j'ai eues sur ce post, qui était donc, je rappelle, un post LinkedIn, qui est donc un réseau professionnel, a été beaucoup autour de ça, justement, du fait que c'était un réseau professionnel et que ça n'avait pas sa place sur un tel réseau, ce qui m'a permis de faire un autre post dans la foulée, d'ailleurs, dans lequel Mhm. j'expliquais que j'avais un peu du mal avec cette limite artificielle entre le pro et le perso, parce que Mm. tout comme un handicap physique qu'on ne peut pas laisser à la porte de l'entreprise, un trouble psychologique, un traumatisme, un blocage ou quelque chose qui nous fait souffrir, c'est impossible de le laisser complètement à la porte non plus. Donc, faire comme si ça ne concernait pas le réseau, la sphère professionnelle, pour moi, c'est un peu fermer les yeux sur une réalité, quoi. Oui, puis malheureusement, si ça n'existait pas dans le monde professionnel, ça se saurait. Enfin voilà, c'est effectivement, et puis c'est une manière de balayer le mal-être avec cette situation-là, hein, de dire c'est un réseau pro, donc c'est pas ici. Voilà, moi je trouve ça, enfin, je trouve ça très limité en termes de vision des choses. Aujourd'hui, donc tu as lancé ça au mois de juillet. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu du répondant, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à toi? Est-ce que tu as eu des personnes qui se sont dit merci d'avoir ouvert cette opportunité et je viens me faire accompagner? Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, j'ai accompagné plusieurs femmes. La difficulté, c'est d'être en mesure de faire confiance. Bon, c'est pas là-dessus Mhm. que j'ai le plus de difficultés, hein. En fait, c'est qu'au final, euh, il faut être prête. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues me parler en faisant ce premier pas qui est déjà énorme pour elles. Et si elles m'entendent, je les en félicite parce que c'est déjà énorme de sortir du silence et de venir parler à quelqu'un. Ne serait-ce que dire ça m'est arrivé, qu'est-ce que vous proposez? Ça paraît rien, mais en fait c'est énorme déjà symboliquement comme démarche. Euh, et donc du coup, il y a des femmes, je pense, qui reviendront vers moi quand elles se sentiront prêtes. Pour l'instant, c'était leur première étape et elles avaient besoin de ça. Et peut-être qu'elles iront d'ailleurs vers quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas le plus important. Mais c'est que donc il y a des étapes à franchir et que c'est important de les respecter. Je pense pas que ce soit je vais essayer de mesurer mes mots là-dessus parce que c'est important de ne pas dire n'importe quoi. Je pense que quel que soit le moment, la phase où on en est, demande une dose de courage. Même si on se sent prête, ça demande une dose de courage. Par contre, moi, quand j'ai des personnes au téléphone avec qui je parle, je précise systématiquement que c'est très important de s'écouter et de faire en fonction de comment elles se sentent, elles, avec ça parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Ce sera uniquement désagréable sans beaucoup de résultats si de toute façon on ne se sent pas prêt et qu'il y a trop de blocages pour y aller. C'est pas l'idée de se faire violence par-dessus la violence, ça, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est juste de pouvoir apaiser, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir lever la culpabilité, de pouvoir avancer, dépasser les conséquences que ça a, quelles qu'elles soient, une à une, et puis de vivre une vie beaucoup plus légère.
C'était la raison pour laquelle aussi j'avais envie de te faire venir sur le podcast, c'est que les deux sujets, le fait d'avoir une vie alignée, d'être capable de choisir le sens qu'on veut donner à sa vie, c'est un sujet dont on discute énormément, mais on ne sait pas trop aujourd'hui comment est-ce qu'il faut démissionner du jour au lendemain et puis tout plaquer et puis faire autre chose. Moi, j'en suis pas certain, mais voilà justement cet accompagnement que tu proposes et le fait d'accompagner derrière les femmes victimes d'agressions sexuelles. Pour moi, c'est aussi un autre sujet dont, pareil, on parle beaucoup, mais on ne sait pas trop après, derrière, ce qu'on va en faire et vers qui tourner les personnes. Et comme tu l'as dit, effectivement, il y a des thérapeutes, il y a plein d'options possibles. Donc, ton accompagnement, c'est une des options et ta bienveillance dans le fait d'avoir traversé cette difficulté, c'est une chose en plus aussi qui fait que ça te permet d'avoir une écoute et d'avoir une forme de compréhension. Oui, alors avec ce recul quand même de coach qui fait que je ne transfère pas ma propre histoire sur les personnes que j'accompagne, d'où la nécessité d'avoir moi-même dépassé mon histoire pour pouvoir accompagner. Mais oui, effectivement, il y a quand même cette connaissance du sujet, en fait, bien au-delà de ce que j'ai vécu, qui m'a amené, moi, à me renseigner sur beaucoup de choses autour du sujet des agressions sexuelles, et qui, du coup, feront probablement qu'il y a des questions complètement inappropriées que je ne poserai pas, par exemple, par connaissance des impacts assez importants que des mauvaises questions comme ça peuvent poser. Bien sûr. Et c'est quoi l'avenir pour toi? Est-ce que tu as d'autres projets qui vont se lancer bientôt? Est-ce que déjà travailler sur Vie Alignée et puis accompagner avec l'idée de toujours une femme, c'est déjà la base, ou il y a d'autres choses qui arrivent derrière? Alors, pour l'instant, je mets pas mal d'énergie sur la stabilisation de l'activité de Vie Alignée. Et en parallèle, je continue à accompagner les femmes dans le cadre de Toujours une femme. J'ai un projet sur 2023 de commencer un livre qui parle de mon histoire et des étapes par lesquelles je suis passée qui pourront inspirer des personnes concernées, qui pourront piocher ça et là ou l'intégralité pour les aider à avancer. Et puis, à beaucoup plus long terme, j'aimerais faire en sorte qu'il y ait un vrai accompagnement pour toutes les femmes qui en ont besoin, quel que soit leur stade d'avancement, pour qu'elles puissent être en mesure d'avancer sur le sujet si elles en ont besoin, si elles en ont envie, et que les choses soient disponibles assez facilement en termes de méthode, en termes de ressources, pour qu'elles puissent vivre une vie plus légère avec leur passé. Top. Avant de terminer, puisque le podcast touche à sa fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire? Tu as le micro, c'est porte ouverte pour toi. Je voudrais déjà te remercier infiniment pour ce que tu fais, pour ce podcast et pour ton invitation. Merci de me donner la parole et de pouvoir diffuser ce message aussi avec mes mots. Je suis disponible si les personnes ont envie, ne serait-ce que discuter, partager leur histoire, avoir des renseignements sur ce qui est à leur portée. Et elles peuvent me contacter sur LinkedIn directement. Et ce sera avec grand plaisir de les aiguiller vers ce qui pourra les aider. Top. Eh ben, écoute, Natacha, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu du podcast. C'était un sujet pour moi qui était très important de partager, et tu as fait la joie d'accepter mon invitation. Donc, merci. Et puis, tout ce qui permettra de te retrouver, te contacter, seront bien sûr dans les notes du podcast. Merci, Natacha. Et puis, à très bientôt, et bonne route et bonne vie alignée, on va dire. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi.
Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.